Quelle est votre philosophie personnelle pour réussir? Quelles sont vos valeurs et principes fondamentaux au travail? Je pense que rien ne bat la consistance. Nothing beat consistency. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu es le gars qui est toujours à l'heure, qui fait toujours ce qu'il dit, qui tient ses promesses et qui a un peu d'humilité, tu vas réussir. Parce que c'est clair que l'entrepreneuriat, c'est un champ de guerre. Un entrepreneur, c'est un général, en fait. C'est d'où le nom de ce podcast, The General Matrix. Le général, il utilise quoi? Il a ses chefs de bataillon, il donne les instructions, il dispatche la logistique, il dispatche les... C'est la même chose en entrepreneuriat. Tu as tes employés, tu dois comprendre le mindset. En 10, 15 ans de consistance, de travail bien fait, de discipline, on peut changer son histoire. Bon, je m'appelle Chris et aujourd'hui nous avons le plaisir de discuter avec Roméo, PDG et fondateur de Nubian's Booking Travel et de G's 360 Media. Roméo est un entrepreneur dynamique au service client à travers de l'Afrique et de Canada. Il est ici pour partager des idées tirées de son parcours, à la fois personnel et professionnel. Grâce à ces entreprises, Roméo s'efforce de fournir une gamme diversifiée de services couvrant le secteur du voyage, de la création et des services. Roméo, bienvenue. Merci de m'accueillir chez vous, merci de m'accueillir dans votre studio. Et j'espère qu'on va avoir une bonne session, une bonne conversation et qu'on va toucher les points qui sont importants Justement. pour l'avenir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce podcast, The General's Matrix? Je suis un fan de podcast. Personnellement, je pense que j'ai une bonne culture. Globalement, personne ne m'a évalué, mais je pense que j'ai une bonne culture. Donc, et je me demande pourquoi ne pas utiliser ma culture pour créer quelque chose qui va être comme un added value par rapport à mes compétences ou encore à comment j'utilise mon temps. Et également mettre en avant les gens qui réussissent. Parce que réussir en entrepreneuriat, moi je dirais c'est 10% qui réussissent, peut-être moins de 10%. Donc il faut prendre les cas de ceux qui ont réussi pour apporter ça à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat pour qu'ils ne répètent pas le même cycle d'erreurs à tous les coups. Donc, c'est ça l'idée derrière le General Matrix Podcast. Et on va avoir également une série, ce sera couplé à une série documentaire qui va donc parler des personnes qu'on va recevoir sur le podcast. Et on fait l'entrevue et puis après, on fait une série documentaire sur le même sujet et la même personnalité. Donc, voilà en fait, globalement, l'idée. Alors, votre enfance, la première fois que nous avons discuté, vous avez mentionné avoir grandi au Cameroun, en Afrique centrale. Quand vous fermez les yeux et pensez à votre enfance, quel est le premier souvenir qui vous vient à l'esprit? Oh, là, tu me ramènes dans les beaux moments, les moments de construction de ma personnalité ou de ma personne. Le football. Au Cameroun, tous les jeunes ont joué au foot. Et c'est dans le foot qu'on bâtit ses premiers amis, ses premières relations. Moi, je suis né dans l'ouest du Cameroun. C'est une zone montagneuse et on a la culture du travail là-bas. Moi, j'ai grandi dans un environnement où tout le monde va au champ le vendredi et revient le dimanche soir. Tu dois trouver des solutions par toi-même. Tu dois être ingénieux, tu dois prendre des risques. Donc, quand tu passes à la marmite une fois, la prochaine fois, tu réajustes tes manières de te comporter. Donc, l'exemple, aller au champ le vendredi et revenir le dimanche soir. Et également, sur le plan familial, je suis grandi dans une famille polygamique. Chez nous, un homme peut avoir plus qu'une femme. Donc, quand tu dis ça à quelqu'un qui n'a pas la culture, qui n'a pas connaissance de cette culture, les gens trouvent que c'est fou.
Je suis le premier garçon de mon père, en fait. Je pense que j'étais le cobaye. Parce que généralement en Afrique, les premiers enfants garçons sont un peu comme les sacrifiés. On les passe à la casserole, on les envoie tout faire. Donc, ouais, c'était sur le plan familial, j'ai appris à être responsable à l'âge de 7 ans, carrément. Bon, à 7 ans, je découvre pour la première fois que je dois épouser ma mère. Ouais, donc, pas l'épouser au sens premier du terme, c'est-à-dire que je dois lui donner la ration, je dois pourvoir pour que ma mère cuisine. Et bon, je prends mes responsabilités spontanément, je ne me pose pas de questions, je commence par vendre la canne à sucre. Et après ça, les années passant, je vends les ignames. J'ai beaucoup aimé les ignames. J'adore encore les ignames jusqu'à aujourd'hui. On finissait les cours à 15 heures. Donc, je trouvais que ma mère a déjà disposé le plateau d'ignames sur le four. Elle laissait toujours ça sur le four, que ce soit encore chaud. Donc, moi, quand je rentrais, je trouvais le plateau et puis je prenais juste 2 ou 3 ignames que je mange, et puis je prends le plateau, je mets sur ma tête. Non. J'ai comme 3 à 4 heures pour liquider, pour vendre tout ça. Bon, j'ai vendu un peu de tout, hein. Ça n'a pas été juste les ignames, mais les ignames, j'ai une affection particulière pour les ignames parce que ça ne m'a pas trop déçu. J'avais développé, comme dit, des business skills pour les vendre. Je connaissais que c'est un produit, les diabétiques aiment ça parce que son sucre est bon, naturel. Et je connaissais pratiquement tous les diabétiques de la ville de Bafoussam. J'avais un cycle de 3 à 4 heures pour vendre au complet. J'ai appris la notion de la gestion du temps, par exemple, quand j'étais pousseur. Disons, une enfance qui a été forgée dans le dur labeur. Et dans ma culture, la culture de ma région, la région Bamileke, on ne te donne rien. On te laisse. Même si ton père est milliardaire, il va te laisser passer ce process-là. C'est un process qui est brutal. Quand tu le compares avec la vie en Occident, c'est super brutal pour les enfants à l'époque. Quand tu le fais, peut-être que tu ne te poses pas de questions, mais aujourd'hui, quand je regarde, je dis c'était pas une enfance facile. C'était une enfance doté d'hyper-responsabilité et puis des challenges qui sont en fait des challenges d'adultes. Bon. Mais j'ai passé ces étapes-là et voilà, j'ai fait ma job. Ces valeurs fondamentales autour de travail, de communauté, de respect qui vous ont été transmises à l'époque, est-ce que vous feriez pareil pour votre enfant un jour? Honnêtement, oui. Si je pouvais passer mon fils par le même process, je le ferais. Parce que quand on le vit mal. Mais 20 ans plus tard, on comprend que c'est ces compétences-là qui nous font survivre. Moi, je pense que c'est les compétences que j'ai eues dans mon enfance qui justifient que je sois ici à Hong Kong devant toi. C'est pas ce que j'ai étudié à l'université. Non. C'est le gamin qui allait acheter des chaussures pour revendre, le gamin qui allait acheter des ignames pour revendre, c'est lui qui vient à Guangzhou. C'est ces compétences-là qui m'amènent à Guangzhou. Le marché, c'est quoi? C'est l'intimidation, c'est des jeux psychologiques. Si je te ressemble, tu n'es pas comme moi, d'où est-ce que tu viens? Peut-être que tu ne connais pas le marché, je mets comme 3 fois le prix. Mais dans ces compétences de l'enfance-là, ouais, c'est ça qui explique ma présence ici, en Asie. C'est très éclairant ça. Et pour moi aussi, en tant qu'homme d'affaires, je crois qu'il est important d'incarner ces valeurs également. Donc, ouais. Parlons sur votre éducation. À ce stade, vous avez étudié à l'université au Cameroun et après au Canada, c'est ça? Oui, disons que l'université, j'ai jamais vraiment fait l'université. Bon, je parle d'aller m'asseoir à l'université
et passer une année de faire des coups, non. Toujours appelé par les responsabilités que j'avais. Je me souviens que je change de ville, je pars de ma ville natale pour aller à Douala et puis je vis chez une tante. Et la première année, bon, dans la famille aussi, j'avais pas les gens qui pouvaient vraiment me donner des conseils sur le choix des filières, etc. Bon, je m'emballe un peu la première année et puis je pars en lettres bilingues. Alors, à l'époque, mon anglais n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il y a un professeur d'anglais qui arrive, qui parle. Il parle, quand il parle, il est comme à 5 kilomètres. Moi, je suis encore en train de dire, mais qu'est-ce qu'il a dit? Non. À un moment donné, je me suis dit, ben, je peux pas tenir le rythme. Donc, j'ai abandonné ça. Je suis reparti au marché. Et tu vois, l'abandon et le départ pour le marché, c'est les décisions que je prends moi seul. Je demande à personne. J'abandonne, je vais au marché. Et pourquoi je suis abandonné, je suis allé au marché? Parce que j'avais pensé, ces vacances-là, j'avais travaillé l'argent pour tenir un certain bout, mais je suis allé à l'université comme 3 mois et j'étais comme épuisé déjà financièrement. Et je me suis dit, non, je ne vais pas réveiller le mari ma tante tous les matins pour lui demander l'argent de taxi pour aller à l'université. Donc, j'arrête. J'ai arrêté. Et heureusement, je suis allé dans l'association des élèves et étudiants de notre village. Et là-bas, il y avait un poste à pourvoir. J'ai resté à ce poste-là de manière assez efficace. Je me rappelle encore cette élection-là. J'étais face à un ami qui s'appelle Cyril. Lui, il a fait campagne. C'était un garçon de la ville. Il était connu par tous les adhérents de la ville. Moi, je venais de la région. Je venais d'un village. Donc, lui, il faisait campagne avec suffisance, mais moi, je faisais campagne avec beaucoup d'ardeur parce que pour moi, c'était comme this is an opportunity. Mais lui, c'était comme, pour moi, c'est un acquis. Oh, je l'ai battu à cette élection-là. Donc, je suis devenu secrétaire adjoint à cette association. Et le fait du hasard fait que le président de l'association m'a croisé dans la rue. Je vendais des chaussures. Bon, je ne suis pas très à l'aise quand je fais ces petits jobs-là. Je faisais ces petits jobs-là, mais il m'a croisé dans la rue. Et on s'est salué juste en passant comme ça. Et puis, il y a une élite de notre village qui lui a demandé de trouver des gens pour travailler dans son hôtel. Et j'étais dans son bureau. Donc, il a pensé à moi. Donc, il a envoyé un autre ami commun, il s'appelle Janvier. Et le gars est venu chez moi. Il y a une élite qui veut des gens. Parce que j'avais juste le bac. Hein. Donc, on va rencontrer cette élite. Et l'élite nous dit, ben, vous commencez le travail demain. Et c'est comme ça, je commence dans l'industrie hôtelière. Bon, je fais comme 4 ans à différents postes. Je travaille, je donne mon maximum. Je me souviens que dans le service où j'arrive, il y a des gens qui sont hyper diplômés. Moi, j'ai juste le bac. Il y a des gens qui ont des BTS, qui ont des maîtrises, qui ont des DESS dans le département contrôle. Quand je leur regarde, je dis, ben, je ne pourrais pas sortir de cet enclos. Ils sont tous mieux éduqués que moi. Alors, je pose la question à mon ami qui nous a connectés, qui était le président de l'association. Je lui dis, quelle filière je peux faire sans aller à l'université? Et il me dit, tu peux faire le droit. Je dis, OK, ouais, je fais le droit. Donc, la technique, c'était quoi? Je partais à l'université les premiers jours de cours. Je repère une fille qui a une belle écriture. Mais qu'est-ce que je fais? Je lui donne de l'argent pour que quand elle fait ses cours, elle photocopie. Et mon itinéraire pour rentrer chez moi, c'était je passais par l'université, je récupérais les photocopies. Donc, j'ai eu ma licence en droit, ma licence en management des entreprises touristiques, sans jamais aller à l'université. Tout ça, je gérais les mêmes 2 heures que j'avais depuis que j'avais 7 ans. J'avais 2 heures de temps, entre 4 heures et 6 heures, depuis que j'avais 7 ans, pour réviser et lire mes leçons.
Donc, c'est pendant ce créneau de 2 heures-là que j'ai eu ma licence en droit des affaires et ma licence en management des entreprises touristiques. Donc, voilà un peu comment mon éducation se fait. Je ne connais pas la majorité des enseignants dont je lisais les cours. Certains, je les ai découverts à la télé, mais j'ai lu leurs cours, j'ai passé leurs épreuves, j'ai eu ma licence en droit des affaires. Et puis, plus tard, pour couronner l'expérience hôtelière, j'ai fait une autre licence en management des entreprises touristiques. Donc, je travaillais au Cameroun dans l'industrie hôtelière et touristique 13 ans. Donc, vraiment, comme à tous les postes, j'ai gravi les échelons, genre comme réceptionniste, night auditor, night manager. Et mon dernier poste, c'était directeur d'exploitation avec 55 employés et puis un hôtel de 80 chambres. Pas mal ça déjà au Cameroun. Oui, c'était une belle aventure quand tu pars de 12 ans de carrière et que tu multiplies ton revenu par 10. Allez, le premier salaire au dernier salaire dans l'industrie, je suis parti de 1 à 10 pratiquement. Oh, ouais, c'était une belle expérience dans l'hôtellerie. Mais le Canada, ça s'est arrivé à quel point pendant vos études? Non, le Canada arrive plus tard parce que je finis mes études en 2010. Ben, j'ai commencé à travailler en 2004. Donc, j'étudie pendant que je travaille. Donc, le Canada arrive parce que j'arrive dans un hôtel qui s'appelle le Planet Hotel et il y a un client de l'hôtel qui est consultant en immigration canadienne. Et je vois beaucoup de gens défiler pour venir faire leur dossier d'immigration pour le Canada. Puis je pose la question, je lui dis, qu'est-ce que ça prend? Il me dit, c'est quoi tes diplômes? Je lui dis, j'ai une licence en ça. Il me dit, oh, ben, tu as le profil. Je dis, OK, ça coûte combien? Il me donne le montant. Je dis, OK, avant que tu partes, je te fais une avance. Parce qu'à l'époque, j'ai toujours été un gars très économique. Donc, j'avais la liquidité pour gérer ce genre de situation. Donc, je lui ai fait une avance. En 2015, ça aboutit. Ben, entre 2009 et 2015, ma vie a complètement changé. Je suis en plein dans les affaires. Je suis sur le plan professionnel. Tout va bien. J'ai la notoriété. Je commence à avoir la notoriété dans la ville. Sur le plan professionnel, sur le plan des affaires aussi, je crée mon agence de voyage au Cameroun. J'ai quelques shopping. Je peux dire qu'à l'époque, en matière, s'il faut compter en dollars, j'avais comme 3 à 5 000 dollars chaque mois en Afrique. C'était bien. Très bien. Donc, le dossier du Canada aboutit et entre-temps, je me suis marié. Bien sûr, le chapitre du mariage et des challenges du famille est important. Donc, qu'est-ce que cette période vous a appris sur votre résilience et votre capacité à prendre un nouveau départ? Disons que la vie de famille, c'est une vie de sacrifice. C'est la fonction primaire du mariage, c'est on a un homme, si on rentre 200 ans avant ou 300 ans avant cette période-ci, ou même si juste 80 ans plus en arrière, on a un père qui doit pourvoir, qui doit protéger. Et en échange, il a l'autorité, il a un territoire, et il a on va pas appeler ça des sujets, mais il a sa famille qui est soumise à son autorité. Ça, c'est l'institution du mariage. Et ça, c'est les mêmes codes dans toutes les cultures. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille traditionnelle où le mariage, le père, c'est le père, la mère, c'est la mère. Bon, j'ai 2 mamans, comme je te disais tantôt. Et ouais, je me marie et puis j'ai ma première fille au Cameroun. Puis quand je vais au Canada, ma femme est enceinte également. Donc, mon fils, il naît la première année où je suis allé au Canada, il naît après mon départ. On arrive comme nouveau immigrant au Canada. Et bonjour les nouveaux challenges. Je
pense que mentalement, je n'étais pas suffisamment préparé à voir ce que j'ai vu. Et puis, ça a été très brutal. Et bon, il fallait traverser le désert, de toute façon. Ouais, le gros challenge de l'immigration, c'est que on arrive dans des environnements qui sont déjà, en termes de, si on regarde la vie de mon enfance à la vie de l'enfance de mon fils qui est né au Canada, moi je dirais que les expériences sont à 100 ans de différence. Parce que on doit tout pourvoir pour elle, alors que chez moi en Afrique, je te débrouille. Je dois... Donc, là, culturellement, il y a un système qui est mis en place sur le plan de l'aide familiale. En fait, le système occidental considère chaque individu comme un payeur de taxes qui doit travailler, qui doit amener l'argent pour bâtir le pays et qui doit faire son cycle, aller en retraite et puis après mourir. En Afrique, on n'a pas cette structure-là. Donc, tu arrives dans un tunnel et tu trouves que tout a déjà été prévu. La datation, c'est compliqué. Et sur le plan familial, il y a des challenges qui font que le système est beaucoup plus favorable à ce qu'on appelle le laxisme ou à l'expression du féminisme, etc. Donc, les valeurs traditionnelles sont bafouées. Si ta communauté n'est pas solidement ancrée ou la famille n'est pas solidement ancrée, l'autorité du père est remplacée par l'autorité de l'État. Donc, c'est un cataclysme qui est difficile à comprendre et à passer. Donc, ouais, et beaucoup de familles passent par ces moments-là au Canada. On ne comprend pas ce qui arrive. Les conflits, ça commence et les gens s'échauffent. Et, ouais. Donc, c'est ça. Le Canada, je pense que les gens devraient faire des reparties en prénuptial avant de voyager parce que ça challenge suffisamment la relation, ça challenge suffisamment la probité de votre amour. Si c'était juste un amour basé sur « OK, lui pourvoit, je le respecte parce qu'il pourvoit ». Si c'est pas basé sur le vrai, sur un amour authentique, c'est-à-dire je suis prêt à traverser le désert avec lui, quelle que soit la réalité, le Canada, ça vous met à nu là, très vite. Là. Très, très vite. Le système là est fait pour détruire tout ce qui est superficiel ou tout ce qui n'a pas un ancrage suffisamment fort. Donc ça, c'est les challenges que les immigrants arrivent et découvrent sur place. Donc, on passe d'un mariage, on passe des réalités de droits et devoirs, ou droits et obligations, à un contexte de feeling. Tu vois? Si on parle de feeling, c'est un labyrinthe. Si ta femme se lève le matin et te dit « Oh, I don't feel you love me. You really love me. I don't feel that you like me like before. » En fait, le feeling est tellement... C'est pas quelque chose qu'on peut contextualiser parce que c'est comme la politique. Je peux dire le matin que je te file plus ou à 15h que je pense que tu m'aimes pas comme telle personne aime sa femme. Ouais, donc on vit... Les gens vont dans ce genre de choses qui est compliqué. Et la base de droits et obligations s'effrite. Et chacun vit sur les feelings. Il n'y avait pas de feeling avant au Cameroun? Le feeling n'est pas aussi expressif là-bas. C'est-à-dire que ta femme peut te dire, oui, je pense que tu ne m'aimes pas suffisamment ou je pense que tu t'en fous de moi. Elle peut te dire ça. Mais au Canada, elle te le dit peut-être en te prouvant qu'elle peut avoir des options, tu vois. Et ce qu'en Afrique, elle ne ferait pas. Donc c'est une menace. Oui, c'est une menace pour les familles. C'est une menace pour les familles parce que quand une femme commence à te dire j'ai les feelings,
mon ressenti, ils ont des thèmes qu'ils appellent mon ressenti. Donc, mon ressenti, c'est ceci. Mon ressenti, c'est cela. Il y a une grosse communauté de femmes célibataires là-bas qui influence de nombreuses femmes. Et après, c'est les progénitures des immigrants qui se retrouvent dans la criminalité parce que s'il n'y a pas un papa à la maison, qu'est-ce qui se passe? L'autorité de l'État prend le dessus, la rue prend le dessus. Et voilà, c'est ça les drames qu'on retrouve là-bas au Canada. Donc, il faut traverser ce labyrinthe-là. Le parcours d'immigration est souvent idéalisé. Parlons de la réalité. Votre premier emploi au Canada était dans une abattoir de porc. C'est une image forte. Pouvez-vous nous la décrire? À quoi ressemblait une journée type? Ah ouais, le fameux abattoir. Donc, quand j'arrive, j'ai un ami qui me reçoit et je lui dis, bon, moi quand je pars du Cameroun, je fais les tontines. J'ai une tontine de 400 000 francs par mois. Je lui dis, écoute, il faut que je commence à produire l'argent horizon 2 semaines. Il me dit, OK. Il m'amène dans une agence de placement. C'est comme ça qu'on appelle ça là-bas. Ça s'appelle Travail Global. Et nous, on va là-bas, et puis on nous donne un formulaire, tu remplis le formulaire, et puis les gars, ils me disent, métro Saint-Michel demain à 4 heures. OK, là, on était comme 15 heures. Puis on repart dans le bus, et mon ami Lucien, il me dit en patois, parce qu'on parle le même dialecte, il me dit, oh, Shengo, on est chez boîte à lunch, non? Ça veut dire en français, ça veut dire, ben, tu sais que tu vas préparer ta boîte à lunch. Je dis, c'est quoi la boîte à lunch? Il me dit, tu vas préparer ta bouffe. Je dis, OK, je comprends pas ce qui arrive. Non, pour la première fois depuis 15 ans ou 20 ans, je me trouve en train de préparer, quoi. Alors, ça, c'est le premier choc. Je ne sais pas comment cuisiner. Je cuisine mon riz et puis, 4 heures, je prends le bus. Un peu comme je suis arrivé à Hong Kong tantôt. Et je me retrouve au métro Saint-Michel. Quand j'arrive là-bas, je regarde. Bon, on est dans un pays de blancs, mais je vois que c'est comme 80% de noirs que je vois. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et puis, deuxième interpellation, ils parlent tous un dialecte qui est créole. Bon, je comprends, je connais un peu la géographie, puis j'écoutais les cassaves et tout. Non, je comprends que c'est le créole qui parle. Mais c'est un créole qui est un peu plus... qui est un peu plus rapide. Et puis il y a un qui vient dire, oh, toi haïtien? Je dis, oh non, je ne suis pas haïtien, je suis camerounais. Il dit, OK, Cameroun, africain. Donc, voilà, on se met dans le bus. Le bus nous amène comme de 4 heures du matin, on arrive dans la boucherie à 7 heures. Et puis quand on arrive, les gars, ils débarquent du bus en courant. Je comprends pas ce qui se passe. Donc, ils courent là pour aller prendre les vêtements qui sont encore bien et puis les bottes qui sont encore bien là. Donc moi, quand j'arrive, j'ai les tabliers déchirés déjà qui restent et puis les bottes qui sont trouées. Mais là, on va travailler dans moins 2 degrés. Donc, le monsieur qui me montre le travail, il m'amène c'était la première fois pour moi de voir ce qu'on appelle le travail à la chaîne. Bon, jusque-là, je n'ai jamais vu ça. Le monsieur qui me montre mon poste de travail, il me dit, Roméo, viens. Puis, il me dit, donc j'ai une étape qui est comme la taille de la caméra, là. Puis, il y a une passerelle qui ramène des porcs. Donc, je lui dis, ça c'est un job? Il me dit, oui, man, je reçois 40 porcs par minute. Ça vient là, paf, c'est pas possible, paf. Je dis, c'est vraiment le son là que je te fais, paf. Donc, le porc, tu dois le prendre comme ça, tu dois le prendre comme ça. Donc, après 30 minutes, moi je dis, j'ai grandi dans une zone rurale, n'est-ce pas? 30 minutes, tu sais, là-bas, chez nous au Cameroun, quand tu travailles 8 heures, tu peux parfois te sentir, quand tu es élevé, tu sens que le rein, là, je dis 30 minutes dans ce job,
j'ai eu le reflet de 8 heures de travail en Afrique. Donc, là, je me dis, waouh, je commence à penser à mon enfance. Je pense à mon enfance, je vais chercher l'énergie dans ce que je faisais dans la rue à l'époque, dans les 10 kilomètres que je parcourais pour aller au champ. Je commence à miroiter tous ces moments-là, c'est-à-dire que tu sens comment ton corps ne tient pas. Mais j'ai quand même fait des travaux difficiles en Afrique. J'ai poussé, j'ai cultivé au champ, j'ai vendu, j'ai parcouru des kilomètres. Je ne suis pas un faible quand même. Mais là, dans le système de travail à la chaîne, la cadence est infernale. On m'a changé, j'ai travaillé à ce poste-là pendant une semaine. J'ai tenu à ce poste-là une semaine. On m'a dit non, tu peux pas. Tu peux pas. On me prend, on m'envoie là où il faut charger les conteneurs avec des palettes de 50 kilos. Merde. Tu te dis, OK, peut-être tu vas charger un demi-conteneur et c'est fait. Non. 10 conteneurs par jour. C'est-à-dire, à peine tu as fini le premier, un autre conteneur rentre. Tu finis, un autre rentre. Je dis, mais mon Dieu, c'est quoi cette histoire? Donc, ça, c'est un gars qui a fait 13 ans au bureau, qui a jamais, dans les 13 dernières années, il ne s'est pas retrouvé dans ce genre de demande physique. Et c'est ce qu'ils appellent au Canada l'expérience canadienne. Qui en français facile, c'est qu'on te prépare à accepter n'importe quoi comme job. Parce que pendant que tu passes tous ces challenges-là, tu oublies tes diplômes, tu perds confiance en toi, tu déprimes. Ah bon? Ouais. Attends, je te prends là, je te mets à porter les portes toute la journée, tu vas déprimer, man. Et c'était payé à combien? À l'époque, c'était quoi, $17 de l'heure? Ouais, c'était $17 C'est pas rien. Ouais, c'était pas rien, mais... C'était l'abus quand même. Disons que c'est... Pour le système canadien, c'est normal. C'est un job normal au Canada. Mais je pense que les communautés qui n'ont pas compris c'est quoi l'immigration ou qui n'ont pas intégré l'immigration comme un business, c'est les communautés qui vont être détruites parce que la communauté africaine, oui, c'est maintenant qu'on s'installe au Canada, on devient nombreux, mais il n'y avait pas, moi quand j'arrive, il n'y a pas une structure qui te dit fais ci, fais ça. Moi, je te donne par exemple un exemple. Je vais te raconter l'histoire d'un Chinois avec qui je parle du Cameroun. Lui et moi, on se retrouve dans une réunion d'intégration des nouveaux arrivants. On fait la réunion le premier jour. Et le deuxième jour, lui, il ne vient pas. Moi, je l'appelle, Zou, pourquoi tu n'es pas venu à la réunion? Il me dit, non, je suis à la réunion de ma communauté hier. Je lui dis, ouais, qu'est-ce qui se passait là-bas? Il me dit, mais ils m'ont donné un chèque de $10 000 d'accueil. Et ils m'ont cautionné pour l'achat d'un business, un dépanneur. On est là pratiquement à 15 jours au Canada. Lui, il est propriétaire. Moi, je suis allé à l'usine de porc. Tu vois le leverage? Toute communauté qui ne prépare pas les futurs arrivants à avoir un leverage, c'est une communauté qui va rester en bas. Donc, le gars, au bout de 3 ans, il avait 3 stations-service, il avait des camions. Parce que sa communauté, là, les Chinois, ils sont... Moi, je dirais 10 fois plus nombreux que les Africains au Canada, mais j'ai jamais vu les Chinois dans une manufacture. Jamais. Donc, pour dire quoi? Pour dire, toutes les communautés qui réussissent ont 2 choses. Soit la mafia, soit le leverage. C'est très important. Parce que si tu regardes les Italiens, tu regardes les Libanais, tu regardes les Français québécois, les Irlandais, tu vas toujours entendre qu'ils ont eu une mafia qui a soutenu leurs affaires ou qui a soutenu leur communauté.
Ou encore, ils ont eu des organisations comme les Chinois. Aujourd'hui, les Chinois ont des associations. Ils arrivent à échapper le monde du travail. Ils arrivent à ne pas envoyer leurs enfants se faire détruire dans ces usines-là qui, en réalité, te disent que c'est l'expérience québécoise ou l'expérience canadienne qu'on t'apprend. Mais si tu regardes ce que ça t'enlève ou ce que ça enlève à notre communauté, on ferait mieux parce que la majorité, moi je parle des Camerounais, c'est récemment que tu peux trouver un Camerounais au Canada qui n'a pas une licence, qui n'a pas au moins un bac plus 3 à l'université. Mais comment j'arrive en 2015 là, tout le monde a au moins un BTS ou une licence. Donc, c'est des gens qui ont les compétences à la fois pour faire des business ou encore pour travailler à des positions de manager. Mais comme il y a comme cette barrière systémique qui est là, les gens n'arrivent pas à graver, à monter dans les échelles. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à faire des boulots qui sont disponibles pour eux, carrément. À ce moment-là, vous étiez en usine de porc, en bas, si vous voulez. Qu'est-ce qui vous passait par la tête? Comment avez-vous trouvé la motivation pour être présent chaque jour pour continuer de croître, de grandir, de survivre? Disons que, en tant que Camerounais, nous avons la résilience. Au Cameroun, rien n'est acquis. On a ce mindset-là et on a le fighting spirit. J'ai tout essayé dans cette usine-là. Mon dernier poste, c'était, on me demandait juste de prendre le kilo de viande et mettre dans une écaille. Je n'étais pas capable. Parce que ça va tellement vite. Donc, après ça, ils m'ont remercié. Ils m'ont dit non, tu n'es pas capable. Bon, je suis parti. J'ai été viré de cette usine-là, carrément. Alors, je suis allé travailler au service à la clientèle. Et 6 mois plus tard, j'ai pu intégrer mon domaine d'agence de voyage. Et j'ai travaillé pour Air Canada comme consultant. Et justement, pour revenir à vos entreprises, au début de cet épisode, de ce podcast, comment est née l'idée de créer vos entreprises? L'entrepreneuriat, c'est mon essence, en fait. Donc, quand je pars du Cameroun, j'ai une agence de voyage déjà. Et quand j'arrive au Canada, donc je travaille 3 ans chez Air Canada. Après, j'ai envie de partir ma propre business. Donc, je crée Nubians Booking Travel en 2019. Et malheureusement pour moi, le Covid arrive. Donc, la compagnie a comme quelques mois seulement quand le Covid arrive. Ça a tué l'industrie des voyages pendant 2 ans. Les gens n'ont pas voyagé. Hein. Personne n'a voyagé pendant 2 ans. C'était un parcours assez compliqué. J'ai gardé les bases. Les bases, c'est quoi? C'est savoir que tu peux avoir la clientèle cross-border au Cameroun, au Canada, n'importe où dans le monde. La clientèle des voyages, il n'y a pas de frontières. Là, vous avez plusieurs business aujourd'hui. Vous avez Nubians Booking Travel, vous avez G360 Media, et aussi, vous êtes en train de lancer votre entreprise de sourcing. Et comment vous avez planifié ce positionnement de vos entreprises et quelle est la stratégie et les synergies entre tous les trois? Bonne question. Comment est-ce que j'ai pensé? Bon, l'agence de voyage, c'est un acquis déjà. Donc, je suis là-dedans, ça fait une dizaine d'années, plus de 10 ans. La nouveauté, c'est G360 Media, qui va être l'entreprise qui va porter ce podcast, qui va porter les docu-séries, qui va également porter une compagnie de production vidéo qui va peut-être être basée aux Philippines. Toi et moi, on va parler de ça plus tard dans le business. Et le marché de la Chine, je ne vais pas juste faire du sourcing, je vais créer la valeur en Chine également. Parce que je pense que c'est un marché à 1,5 milliard d'habitants. Il y a la possibilité de créer la valeur en Chine et exporter la valeur à partir de la Chine. Donc, j'y mets les pieds sérieusement. Je pense que c'est un terrain de jeu qui va
qui va être dominant encore pour les 100 prochaines années. Dans la Chine, that's the place to be to do business. Et comment comptez-vous les développer? Pour le développement, c'est assez simple à faire, même si il faut faire chaque chose à étape, step by step. Je compte déployer les équipes en Asie du Sud-Est pour les questions de cost. Donc, ça, c'est un peu la stratégie que je compte déployer. Et la base du financement de tout ça, ça va être le trading que je fais et le sourcing. Ouais. Donc, ces deux entités-là vont financer tout le reste. Au niveau de sourcing, quelle est la différence entre ce que vous allez faire et peut-être Taobao ou Amazon ou sourcing de n'importe quel produit qu'on peut trouver en ligne? C'est quoi la différence? La différence, c'est que il y a une question de si le client est à Abidjan. Prenons un client qui est à Abidjan qui veut acheter des chaussures. La même chaussure en Chine, tu as 8 versions de la même chaussure. En fait, quand je dis la même chaussure, je parle bâtie de la même manière, mais le matériau qui est utilisé, c'est pas le même type de matériau. Donc, oui, Taobao, quand un client va sur Taobao, il va commander ces choses, il va avoir ce genre de cheap product qui va lui être shippé. Donc là, la différence, c'est que moi, je suis ici, j'ai des équipes ici et qui vont être des spécialistes de différents marchés que nous aurons. Donc, le marché africain, si je prends le cas de la chaussure, moi-même, je suis un bon connaisseur de chaussures parce que j'ai vendu des chaussures longtemps. Donc, je sais qu'est-ce que je peux envoyer à Abidjan. La deuxième chose, c'est qu'on intègre tout le supply chain, c'est-à-dire que les achats du client, le shipping, ça, c'est l'avantage que nous apportons. Et oui, c'est un monde assez compétitif, mais dans la compétition, la qualité de service et un travail bien fait, ça paye toujours sur le long terme. Quelle est votre philosophie personnelle pour réussir? Quelles sont vos valeurs et principes fondamentaux au travail? Je pense que rien ne bat la consistance. Nothing beat consistency. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu es le gars qui est toujours à l'heure, qui fait toujours ce qu'il dit, qui tient ses promesses et qui a un peu d'humilité, tu vas réussir. Parce que c'est clair que l'entrepreneuriat, c'est un champ de guerre. Un entrepreneur, c'est un général, en fait. C'est d'où le nom de ce podcast, The General Matrix. Le général, il utilise quoi? Il a ses chefs de bataillon, il donne les instructions, il dispatche la logistique, il dispatche les... C'est la même chose en entrepreneuriat. Tu as tes employés, tu dois comprendre le mindset. En 10, 15 ans de consistance, de travail bien fait, de discipline, on peut changer son histoire. Moi, je t'ai parlé de mon enfance. S'il faut regarder, si on se demandait, OK, si en faisant le bilan de la vie de Roméo, oui, aujourd'hui je suis à Hong Kong, toi et moi on a ce podcast, le succès est relatif, tu vois. Moi, je pense toujours que l'action, la consistance dans l'action, la répétition, c'est ça qui à la fin donne des résultats. Très excitant, je vous souhaite sincèrement le meilleur. Passons maintenant à vos projets d'avenir. Qu'est-ce qui motive tout ce que vous faites en termes de votre objectif final? Je t'ai parlé de mon enfance. J'ai grandi dans une famille très pauvre et je pense qu'on est encore pauvre. Et mon rêve a toujours été de marcher dans un floor et voir 200, 300 employés qui travaillent pour moi, qui chacun a une paye venant de mes projets. En fait, j'utilise une formule de Elon Musk qui
demande de faire ce que tu peux faire en 20 ans en 6 mois. Je pense que l'Asie, sur le plan de RH et sur le plan de la qualité du service qu'ils donnent, notamment, moi je travaille avec des Indiens, avec des Philippins. Si je regarde la qualité de service qu'ils donnent, comparé au marché canadien ou au marché africain, there's no comparison. Et je pense que ça va me permettre d'atteindre mon rêve et également de bâtir mon rêve, de bâtir ma chaîne hôtelière. Ça, c'est les choses qui me tiennent à cœur. C'est ça qui me motive tous les jours, de me lever, de travailler dur. Je travaille comme 16 à 18 heures par jour, partout où je suis. Et je suis toujours en train de travailler. Workaholic. C'est ça. Vous avez parlé de votre communauté africaine et de votre expérience d'intégration au Canada. Vous mettez maintenant à profit votre connaissance de la communauté chinoise dans votre entreprise. Quelles sont les principales différences et les similitudes surprenantes entre ces communautés en termes d'affaires, de confiance et réseau? On a beaucoup de similitudes avec les Chinois. Et l'une des similitudes, c'est au niveau de... Je pense qu'au niveau culturellement, ils sont très ancrés culturellement. Moi, mon ethnie a aussi un ancrage culturel très fort, même si on est plus vulnérable. Le drame en Afrique aujourd'hui, c'est que les religions dépravent complètement la culture et ça affaiblit les communautés. Quand les Chinois arrivent dans un endroit, ils se mettent ensemble et ils rachètent des compagnies. Et puis après, tout le monde est propriétaire d'entreprises. Ils font des acquisitions, ils font des deals en revendant les entreprises, etc. Oui, ma communauté a ce sens, mais je pense que sur le plan de la diaspora, on devrait s'organiser à travailler en groupe et non travailler en individualiste. Parce que chez nous, on promet plus le succès individuel que le succès communautaire. Ça, c'est des éléments que je trouve qui sont importants à mentionner. L'autre chose que j'ai découvert ici en Chine, c'est la cuisine chinoise, c'est un labyrinthe. Elle est riche. Elle est riche avec très peu. J'ai pas vu des personnes obèses. Il n'y en a pas. En Chine, il y a la discipline, il y a le sens du travail. Ils ont un sens du travail qui est hyper poussé. Ça, c'est des choses que les Africains doivent copier. C'est-à-dire le sens du travail bien fait. Et la redevabilité, le sens de la redevabilité. Et comment votre expérience d'étranger au Canada vous a-t-elle préparé à devenir un pont privilégié vers la Chine? Oui. Aujourd'hui, j'ai les privilèges du Canada. Je suis venu ici, je n'ai pas besoin de visa. Le Canada, le passeport canadien, c'est le 8e passeport le plus puissant au monde. Donc, on peut aller dans plus de 160 pays sans avoir besoin de visa. Et les Africains ne peuvent même pas voyager en Afrique? Voilà, c'est ça. Les barrières, là, moi, j'ai plus ces barrières. Je pense que les gens devaient immigrer également en sachant qu'est-ce qu'on va chercher en immigration. Il faut avoir une immigration bien calculée qui ne te met pas juste dans un environnement où tu comptes acheter une maison, éduquer tes enfants et puis mourir. Non. La mobilité est plus intéressante que rester dans la même ville, connaître ton voisin de gauche, connaître ton voisin de droite, connaître les gens de ton église. Moi, c'est boring. Ce genre de vie-là, c'est pas mon truc. Moi, mon rêve, c'est d'avoir des business sur 4 fuseaux horaires. Et j'y suis presque. Là, j'ai 3 fuseaux horaires déjà. Donc, le dernier, ce sera à Dubaï. Ça, c'est la place financière. Par exemple, moi, si l'entreprise de marketing, je peux gagner des marchés au Canada, je peux développer des applications qui vont coûter peut-être 10, 15 dollars ou 25 dollars de subscription au Canada. Je prends le gars du Vietnam qui développe. Lui, je paye quoi? 3 dollars de l'heure.
that's a big leverage. Pour l'entrepreneur immigré à l'écoute, comment peut-il commencer à décoder et à s'engager respectueusement avec une nouvelle communauté plutôt que de simplement effectuer des transactions avec elle? Je pense qu'il faut aller chez chacun et chercher ce qu'il a de bon, chercher ce qu'il a de positif. On a les modèles, les juifs, on a les modèles, les arabes, on a les modèles, les asiatiques, donc les chinois. Qu'est-ce que je prendrais chez un juif, par exemple? C'est que quand il y a $1 qui est dans la communauté juive, je pense que ça tourne comme 10 à 11 fois chez les juifs avant de sortir de leur communauté. Bon. Chez les arabes, ça vient. Chez les asiatiques, c'est pratiquement la même chose. Les asiatiques achètent que dans leur magasin. À Montréal, à Toronto, ils achètent que dans leur magasin. Il y a beaucoup d'entreprises en vente en Occident, mais les gens préfèrent aller trouver du travail que de reprendre des entreprises. Et moi, il y a un drame qui se passe au niveau de l'immigration, qui est que les gens payent des fortunes pour aller avoir l'expérience de l'usine de porc. Tu vois, quelqu'un va mettre $15 000 pour se retrouver à l'usine de porc. Moi, je n'avais pas payé un consultant pour ça, juste payer les frais. Je ne me souviens pas c'était combien. Mais les gens payent aujourd'hui des millions en Afrique. 5, 6, 7, 8, 10 millions de francs CFA. Juste pour se retrouver dans un pays autre que le leur, peut-être en Occident, et avoir des expériences qui sont complètement défoncées. Et le corps humain a quelque chose qui ne pardonne pas. Le stress, ça tue. C'est toujours à courir, aller travailler. Les travaux sont des travaux qu'ils n'aiment pas. Les gens se trouvent piégés entre le facteur de tenir la famille sur les rails et continuer à avoir les ressources. Ils se retrouvent dans des boulots qu'ils n'aiment pas. Donc, moi, je conseillerais, si quelqu'un veut immigrer, d'ailleurs, je vais lancer dans l'un de mes business ventures le dispatching à l'immigration. Parce qu'il ne faut pas immigrer. Il faut immigrer en fonction de tes compétences. Et choisir le pays en fonction de ce que tu as comme compétences. Je pense que dans notre communauté, on veut juste partir parce que le pays est difficile. Et on ne prend pas le temps de regarder quel est le pays qui matche avec mes compétences, quel est le pays qui va matcher avec la vie de mes enfants. Et je pense que la raison pour laquelle on est ici, c'est également de rendre public cette expérience pour que les gens qui viennent après nous en profitent et ne se retrouvent pas dans les mêmes méandres à reprendre à zéro. Mais c'est aussi la preuve de ma résilience, être ici à Hong Kong et lancer avec toi le podcast pilote de General Matrix Podcast. Et justement, quels sont vos projets pour le podcast à l'avenir? Ouais, j'ai déjà dans ma tête de quelques personnes que je compte interviewer dans les prochains épisodes. J'ai déjà quelques capitaines d'industrie dans mon starting block. Et dans ma communauté, il y a beaucoup d'entrepreneurs à succès. Et dans mon village seulement, je pense que on est comme le village où il y a le plus de milliardaires au kilomètre carré. Alors, tous les 1 kilomètre, tu as une maison d'un milliardaire. Dans mon village. Donc, c'est parfois incongru même de se dire que le succès, ça se trouve seulement à l'étranger. Il y a beaucoup d'exemples d'hommes à succès dans mon village, des gars qui sont partis de vendeurs de pièces détachées à constructeurs automobiles. Carrément. Des gens qui sont partis de ramasser les batteries dans les poubelles pour vendre, à aujourd'hui être propriétaire de mines d'or, de mines d'or et puis mines de fer. Donc, il y a des exemples chez nous qu'en 20, 25 ans, j'ai vu leur croissance. J'ai témoigné leur croissance et c'est des entrepreneurs à succès. Donc, on prend les exemples sur ces gens-là et puis on se dit, OK, on
on va faire ce qu'on peut pour laisser à la postérité quelque chose de meilleur. Un très grand plaisir de discuter avec vous, Roméo. Et merci beaucoup pour votre temps. Le plaisir a été partagé et puis merci pour le temps que tu m'as accordé. Je suis arrivé un peu en retard parce que première fois de prendre le métro de Hong Kong. Mais c'est bien, l'infrastructure ici est super fluide. J'ai pu venir à Hong Kong jusqu'à ton bureau sans être accompagné par quelqu'un. Ça, c'est ce qui est intéressant. Et une fois de plus, merci pour ton accueil et j'espère qu'on va se retrouver à Cebu. Bien sûr. Peut-être en avril. Merci. OK. Merci beaucoup.